est à quelques jours de la rentrée. Vous dites quoi aux élèves qui n'ont pas très envie de retourner à l'école jeudi? Ça peut se comprendre qu'on n'ait pas très envie. Il y a d'abord le stress propre à toute rentrée. Moi-même, j'ai des souvenirs de rentrée parfois mitigés du point de vue de mon envie de retourner à l'école. Et puis, il faut aussi tenir compte des années qui viennent de s'écouler, qui ont été très marquées par la crise sanitaire et par des difficultés de tous ordres. Alors, ce que je dis à celles et ceux qui ont quelques craintes ou qui ont même la boule au ventre, parfois à l'idée de retrouver l'école, eh bien, c'est de leur dire que ça va bien se passer, au fond. Et que, passé les premiers moments, ils vont retrouver des camarades, ils vont entrer dans l'école. L'école saisit les élèves et fait entrer dans un régime de connaissances, de sociabilité qui peut lever les craintes de départ. Et puis surtout aussi, ce que nous allons faire et ce sur quoi nous allons mettre l'accent, c'est une école où le bien-être soit important, parce que le bien-être n'est pas antithétique du travail et de l'effort. Nous avons à mettre l'accent particulièrement sur le bien-être, compte tenu d'un état sanitaire à la fois physique et psychique de la jeunesse qui nous préoccupe. Nous avons beaucoup d'alertes de ce côté-là, donc nous allons être très attentifs au bien-être des élèves qui vont entrer dans les établissements scolaires dans quelques jours. Jeudi dernier, à la Sorbonne, le président de la République, Emmanuel Macron, a déclaré « Il faut être lucide, l'école de la République n'est plus à la hauteur » et il parlait également des élèves malheureux, de parents anxieux ou encore des professeurs pas reconnus. En gros, aujourd'hui, tout le monde est malheureux à l'école. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi votre avis sur cette question-là? Bien, il faut bien reconnaître que l'école suscite parfois de la défiance, en tout cas que l'école ne fonctionne pas aussi bien qu'on pourrait le souhaiter. Nous avons beaucoup d'indicateurs qui vont dans ce sens. Par exemple, des indicateurs de réussite des élèves, des indicateurs sur le niveau dans certaines disciplines comme les mathématiques. Et puis, d'une manière générale, des inquiétudes de la société à propos des jeunes, de leurs perspectives professionnelles, des débouchés sur le marché de l'emploi, toutes sortes de questions qui sont pressantes et qui font que l'école finit par concentrer les questions qui sont des questions globales, qui la dépassent parfois, qui ont trait à l'avenir du pays. Donc ça, je le comprends très bien. Et quand le président de la République dit l'école de la République n'est plus à la hauteur, c'est comme des mots qui sont extrêmement forts. Vous partagez ce constat-là? L'école de la République, elle doit répondre à la fois à un objectif de réussite des élèves, de réussite de tous les élèves, et puis aussi corriger, voire réduire les inégalités de naissance, les inégalités sociales. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Non, elle ne le fait pas assez bien. En comparaison internationale, elle le fait moins bien que dans beaucoup d'autres pays. Et donc se pose une question absolument cruciale, c'est de savoir comment l'école peut réduire les inégalités de naissance. Ça, pour moi, c'est la question prioritaire avec celle de l'élévation du niveau général des élèves. Eh bien, il faut aller dans plusieurs directions. Par exemple, celle de la mixité scolaire. La mixité scolaire n'est pas suffisante, en particulier dans les grands centres urbains. Il y a des expériences qui ont été menées à Paris et à Toulouse, par exemple, qui peuvent tout à fait être étendues à d'autres centres urbains. On peut aussi faire des efforts pour créer des formations d'excellence dans les établissements et dans les écoles qui sont situées dans des quartiers prioritaires. On peut également agir par le biais de politiques d'internat. Il y a beaucoup de choses pour faire de telle sorte que l'école fasse mieux pour réduire les inégalités plutôt que de les accroître ou en tout cas de les reproduire. Alors la question qui se pose, c'est quoi finalement être un élève heureux aujourd'hui ? C'est beaucoup de choses à la fois. C'est un élève qui se sente bien à l'école, qui ait le sentiment que ce qu'il apprend a du sens, qu'il y a à la fois le plaisir de l'effort et en même temps que cet effort ait une signification pour lui, pour sa famille, une forme de fierté aussi à être élève d'une école de la République. C'est un élève qui est bien au milieu des autres élèves, qui a de bonnes relations avec les enseignants. Bref, c'est un ensemble de conditions
qui parfois sont plus ou moins bien remplis, mais qui néanmoins doivent constituer l'une des finalités de notre action. Il y a la question de la santé mentale, justement, l'impact du Covid, vous l'évoquez au tout début. Comment on le mesure aujourd'hui? C'est-à-dire qu'on sait que voilà, il y a eu l'épidémie, mais il y a aussi eu une autre épidémie quelque part. C'est justement toutes ces personnes qui se sont retrouvées en détresse, d'être parfois... il y a eu les confinements, il y a eu l'apprentissage à distance. Aujourd'hui, quel bilan on en fait sur l'impact sur la santé mentale des jeunes? La santé physique et psychique des jeunes est en effet l'une de nos préoccupations, car la crise sanitaire, même si elle semble terminée dans ses épisodes les plus violents, a néanmoins laissé des traces importantes, des traces sanitaires qui ne vont pas se résorber d'un coup de baguette magique. D'abord des traces physiques, avec la question de la sédentarité, par exemple, qui s'est posée, et puis des traces psychiques, en effet. Et nous avons des alertes importantes qui viennent des milieux médicaux, qui viennent de la pédopsychiatrie et autres alertes, par exemple, du côté des adolescents, des tentatives de suicide et des comportements dépressifs préoccupants. Et donc, il faut se préoccuper de cela, en dépit du système de santé scolaire qui n'est pas plus à la hauteur pour des raisons sur lesquelles on pourra revenir, et faire de telle sorte que l'école retrouve d'abord un régime de fonctionnement normal, ordinaire, ce qui n'a pas été le cas depuis longtemps finalement. Donc il y a cela qu'il faut retrouver, et puis il y a des efforts particuliers à faire pour le bien-être des élèves, également pour leur suivi psychologique, voire psychiatrique, en dehors de l'école, du côté du milieu sanitaire. Donc il n'y a pas de réponse automatique à cela, mais c'est une préoccupation évidente de notre part que la santé des élèves. C'est vrai également dans d'autres pays qui ont eu à connaître des confinements longs ces dernières années. Raison de plus pour s'y attaquer, pour faire de telle sorte que d'abord la rentrée se passe au mieux, et puis pour que la question du bien-être soit prioritaire à l'école pour les mois et les années qui viennent. Vous évoquez le constat quelque sorte des alarmes qui ont été envoyées par les professionnels de santé. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est alarmiste? C'est quoi? C'est inquiétant? Oui, ce sont des alertes qui sont inquiétantes sur le niveau en hausse très forte des consultations, par exemple en pédopsychiatrie, en médecine en général. Voilà un point d'alerte absolument évident qui a été signalé par les médecins. Il y a également des symptômes, en particulier des états dépressifs qui peuvent avoir des conséquences d'ailleurs tout à fait dramatiques. Les familles font également état des difficultés psychiques ou psychologiques de leurs enfants, donc il y a quasi unanimité et concrètement, sur les difficultés. Concrètement, quelles sont les idées, les mesures justement pour pouvoir permettre aux jeunes de repartir de l'avant, de pouvoir lutter contre cette anxiété, ces tendances suicidaires que vous évoquez en hausse? Il y a d'abord le fonctionnement normal de l'école, du collège et du lycée, et puis des nouveautés cette année, par exemple du côté des écoles primaires, la demi-heure d'activité physique quotidienne qui est généralisée à partir de la rentrée. Dans les collèges, 2 heures d'activité sportive par semaine sont instituées à titre expérimental dans 140 collèges. Donc d'abord des activités physiques, et puis d'une manière générale trouver les chemins du bien-être, trouver des chemins par lesquels les élèves se sentiront bien à l'école. Cela ne va pas de soi. Il est clair que la crise sanitaire a des conséquences à moyen terme qu'on ne va pas effacer en quelques semaines, mais c'est évidemment quelque chose que nous surveillons attentivement. Mais est-ce que simple sport suffit? Est-ce que finalement la présence peut-être de psy, d'autres activités, d'autres idées peuvent aussi être mises en place? Une des difficultés que nous avons, c'est l'état général
du système de santé scolaire, avec un manque de médecins scolaires. C'est vrai depuis de très nombreuses années. Ce n'est pas un manque de postes, mais les postes ne sont pas pourvus. Nous avons également des difficultés du côté des infirmières et infirmiers scolaires. Bref, c'est le système sanitaire scolaire qui est en jeu aujourd'hui et qui n'est plus en l'état à lui seul de répondre aux difficultés dont nous parlons, et donc nous devons nous appuyer aussi sur le système de santé extérieur, sur des consultations et sur la médecine en général. Système scolaire de santé, on sait que globalement ça va mal dans les hôpitaux aussi. Est-ce que c'est pas une notion aussi d'attractivité, de salaire, de vocation aujourd'hui, de se dire bon, c'est bien d'aller travailler dans une école, mais si on est mal payé, est-ce qu'il y a des choses qui vont être mises en place justement pour rendre ces postes plus attractifs? Parce que c'est probablement l'une des clés. La question de la revalorisation des personnels qui travaillent à l'école, elle est posée et nous allons avancer cet automne là-dessus, à la fois en ce qui concerne les enseignants, ce sont les 3/4 des personnels, mais aussi les personnels administratifs, mais également les personnels de santé, les personnels de direction. C'est un des éléments liés à la perte d'attractivité des métiers. Ça n'est pas le seul. Il y a aussi d'autres questions qui se posent, qui sont des questions de conditions de travail, des questions aussi peut-être symboliques sur la place des métiers liés à l'enseignement dans l'ensemble de la société. Mais vous avez raison, les questions de salaire sont des questions importantes qui entrent dans la crise d'attractivité des métiers, y compris des métiers sanitaires. Donc la promesse que vous pouvez leur faire aujourd'hui, c'est de se dire à l'automne prochain, on va étudier ça et vous allez être augmenté? Cet automne, il est prévu d'ailleurs dans le budget 2023, il est prévu des lignes budgétaires qui permettront de meilleures rémunérations. Ce serait quoi concrètement Pour l'instant, ce sont des choses que nous allons présenter au moment où la loi de finances 2023 va être discutée au Parlement. Donc c'est à partir du mois d'octobre que nous donnerons des précisions sur les hausses de rémunération qui concernent aussi les personnels liés à la santé de l'école. Donc ce serait quoi, 100, 200, 300 euros en plus? Vous avez une fourchette à peu près? Nous allons échanger avec les organisations syndicales et puis nous fournirons les précisions voulues lorsque la loi de finances sera présentée devant les députés. Alors quand on parle de bien-être à l'école, il y a aussi la question des rythmes scolaires et je vais vous laisser notamment écouter cette première question sur la tablette. Je vous laisse déclencher la vidéo. Bonjour Monsieur le Ministre, alors moi je voudrais savoir si c'était possible d'un jour passer un système de cours qui est déjà en place dans d'autres pays, à savoir on aurait cours du matin jusqu'en début d'après-midi maximum, afin que l'après-midi soit réservé donc aux loisirs comme la musique, le sport, etc. Cette question des rythmes scolaires et d'après-midi qui sont effectivement allégés dans certaines disciplines pour renforcer le sport ou certaines activités culturelles, elle est souvent posée par des jeunes comme vous. Il y a également des pays, par exemple en Europe du Nord et ailleurs dans le monde, où les activités physiques et culturelles sont privilégiées l'après-midi. Donc vous avez raison de poser cette question. Eh bien, la manière dont nous pouvons y répondre, c'est par les projets pédagogiques qui vont être issus des débats que nous allons lancer, des grands échanges que nous allons lancer dans les établissements scolaires, les écoles, les collèges et les lycées, à partir du mois d'octobre. Les équipes pédagogiques et d'une manière générale les communautés éducatives avec les associations de parents d'élèves, le périscolaire, les équipes administratives pourront élaborer des projets pédagogiques qui peuvent inclure une organisation scolaire où certaines activités soient privilégiées à certains moments de la journée. Et donc, il est tout à fait possible de répondre à votre question par le biais de ces initiatives et de ces projets que nous allons regarder très attentivement. Le président de la République en a parlé dans son allocution
jeudi dernier, et il a annoncé qu'une somme importante allait être consacrée pour financer les projets qui seront élaborés dans les établissements et qui peuvent donc inclure la question des rythmes scolaires. Mais concrètement, on peut imaginer être le matin en cours et l'après-midi en extérieur sans finir trop tard? Alors ensuite, il y a les questions pratiques pour savoir comment ça s'organise réellement et en fonction des emplois du temps, en fonction des programmes, comment on peut faire. Parce que c'est un peu le modèle des pays nordiques, c'est voilà, ce que vous évoquiez à l'instant, c'est de se dire, bon voilà, on commence non plus pas trop tôt, parce que des fois il y a aussi la question de se dire, sur le sommeil le matin, des fois ils se disent, bah voilà, on se lève à 6h30, 7h pour être en cours à 8h30, il y a cette question-là, et ensuite, les cours toute la journée, on finit parfois à 17, 18h, est-ce qu'on peut imaginer cette école demain où on a des cours le matin et l'après-midi, on a des activités pédagogiques, du sport, enfin quelque chose qui se rapproche beaucoup plus de ce qu'on voit dans ces pays-là? C'est quelque chose qu'on peut imaginer. Nous souhaitons en fait, plutôt que d'imaginer une nouvelle réforme verticale qui serait élaborée par le ministère et qui s'appliquerait à tous les établissements, de confier ces questions localement, à partir du terrain. C'est ce qui se fait à Marseille, déjà à une échelle évidemment beaucoup plus petite, de manière à ce que les personnes concernées dans des environnements locaux qui peuvent être plus ou moins spécifiques, puissent s'emparer de ces questions. C'est une question qui est ouverte et nous allons observer très attentivement ce qui va nous être proposé par les enseignants, par le périscolaire, par les jeunes eux-mêmes. Il y a la question des devoirs. Est-ce qu'il y a trop de devoirs en France? Est-ce qu'il y a trop de devoirs en France? Cela dépend évidemment des niveaux scolaires. Vous savez qu'il y a des initiatives qui ont été prises, par exemple devoirs faits au collège, de manière à ce que les devoirs soient faits au collège et pas chez soi. Ce qui est certain, c'est que cette question soulève aussi d'autres questions qui sont celles des inégalités sociales. La question des devoirs et de faire ces devoirs, elle est liée aussi à l'environnement dans lequel on est, le logement, la famille qui peut aider ou pas, les aides que l'on peut avoir d'une manière générale. Et donc cette question des devoirs, elle est en fait très importante parce qu'elle est porteuse d'inégalités. Bien entendu qu'elle se pose particulièrement au niveau du collège et du lycée. Alors je vous laisse regarder la question suivante. Bonjour Monsieur Bapendia, aujourd'hui j'aimerais savoir pourquoi ne pas imposer aux jeunes moins de vacances afin d'avoir plus de repos et de travail personnel pour potentiellement de meilleurs résultats, sachant que beaucoup de jeunes n'arrivent pas à s'adapter au rythme actuel assez irrégulier. Merci de votre réponse. La question des rythmes scolaires, c'est une question qui ne dépend pas seulement du ministère, mais qui dépend aussi des collectivités, des municipalités. Et vous en pensez quoi concrètement? C'est une question sur laquelle je ne m'interdis pas de réfléchir, mais il faut procéder avec prudence à la fois. Parce que si on parle franchement, les vacances scolaires, ça dure 2 mois. Cette jeune fille, elle nous dit à l'instant, c'est trop long. En même temps, on pourrait peut-être raccourcir un peu et ça permettrait justement ce qu'on évoquait précédemment, d'avoir peut-être des journées un peu plus courtes. Est-ce que c'est un bon compromis? Est-ce que vous, en tant que ministre de l'Éducation nationale, de par vos convictions, vos idées, vous êtes pour ça? Je suis prudent sur cette question parce que je sais qu'il y a des avis très différents là-dessus et vous n'ignorez pas qu'un de mes prédécesseurs, Vincent Peillon, il y a une dizaine d'années, s'est heurté à des difficultés considérables à propos de cette question des rythmes scolaires. Et donc, plutôt que par une grande déclaration principielle, je préfère procéder de manière très pragmatique en écoutant, et je suis très sensible à votre témoignage, mademoiselle, en consultant et en avançant pour voir ce que l'on peut faire, mais sans déclaration qui aurait des effets contraires à ce que l'on voudrait obtenir. En tout cas, il est certain que la question des rythmes scolaires est une question importante, mais qui mérite d'être abordée en concertation, en réflexion et avec le doigté nécessaire. Mais votre avis, à vous, est-ce qu'il y a trop de vacances scolaires en France? Moi, je n'ai pas d'avis constitué là-dessus.
j'écoute les points de vue, je lis les études sur le sujet. Et ça ne vous a pas permis pour l'instant de vous dégager une opinion, de dire... Je prends mon temps sur ces questions qui demandent de la réflexion et du doigté. Nous travaillons actuellement sur la rentrée scolaire, nous travaillons sur beaucoup d'autres questions. La question des rythmes scolaires, c'est une question importante qui viendra en son temps, mais avec la concertation nécessaire pour ne pas finalement aboutir à un cul-de-sac qui serait décevant et qui ne répondrait pas à la question qui vient d'être posée. On a l'impression que, justement, vous évoquez votre prédécesseur, on a l'impression qu'il y a un peu un tabou sur cette question-là, de se dire, on peut attendre quand même du ministre de l'Éducation nationale d'avoir peut-être un avis un peu plus tranché sur cette question, de par, voilà, vous arrivez en poste, vous avez vos idées, vos convictions, et on a l'impression que vous n'avez pas forcément déterminé quelque chose, alors que pourtant, on attend parfois des avis assez tranchés. Sur la question des rythmes scolaires, oui, je pense qu'il faut procéder de manière prudente parce qu'elle implique l'organisation sociale en général. La question des vacances, par exemple, elle est liée aussi à d'autres questions, aux familles, à leur mode d'organisation. Elle est liée, pour vous le dire aussi très clairement, à des formes d'économie, à la question du tourisme, à beaucoup d'autres questions qui vont bien au-delà de l'école. Et donc, je ne vais pas me lancer dans je ne sais quelle déclaration péremptoire sur les rythmes scolaires, tant cette question est relative à l'organisation sociale en général. Vous savez, un ministre, c'est pas quelqu'un qui arrive avec des idées toutes faites sur tous les sujets. C'est aussi quelqu'un qui prend le temps d'écouter, qui réfléchit. Moi, je suis universitaire de formation, je suis scientifique, historien de formation, et donc je prends mon temps avant de formuler un point de vue plutôt qu'une déclaration qui, de fait, n'aboutirait à rien, parce qu'une déclaration de ministre qui n'est pas appuyée sur un travail politique, sur un travail scientifique, eh bien, ça n'aurait pour effet que de décevoir, finalement, et puis de lever des espoirs qui seraient douchés. Et donc, sur cette question, comme sur d'autres, mais sur cette question particulièrement, je suis très prudent. Mais ça veut dire, est-ce que quand on est ministre, on peut être soi-même? Ce que je veux dire, c'est par rapport à votre passé justement universitaire, et aujourd'hui, voilà, vous êtes nommé ministre, à l'époque c'est même une surprise quelque part. Est-ce qu'on arrive finalement avec ces idées, ou est-ce qu'on est obligé un peu de se formater à ce qui se passe? On a des idées, on a des principes, par exemple les questions qui me sont chères et sur lesquelles je travaillais quand j'étais universitaire, et puis se posent bien sûr toutes sortes de nouvelles questions sur lesquelles je n'avais jamais travaillé particulièrement. Par exemple, la question dont on parle, qui est celle des rythmes scolaires. Et puis, il y a des questions dont j'étais plus familier parce qu'elles avaient traversé mes propres travaux. Donc, je suis moi-même, mais je suis aussi un ministre qui est modeste, en tout cas qui prend les problèmes en prenant le temps d'y réfléchir, en consultant, sans verticalité et sans prétendre que j'ai une réponse sur toutes les questions, en particulier sur des questions qui vont bien au-delà de mon périmètre et qui touchent un ensemble de secteurs et du fonctionnement de la société sur lesquels je n'ai pas directement prise. Et au niveau de votre périmètre, justement, on va y revenir plus précisément avec ce que l'on apprend à l'école, avec la question suivante que je vous laisse regarder, Monsieur le Ministre. Bonjour Monsieur le Ministre, quel est l'intérêt selon vous du retour des mathématiques au tronc commun? Alors, c'est une question donc, qui fait allusion au retour des mathématiques, ou plutôt à l'heure et demie de mathématiques, qui est désormais proposée sous forme optionnelle dans le tronc commun pour les élèves de première. C'est en effet une nouveauté de cette année qui obéit en fait à un constat, c'est que pour les élèves de première qui ne prennent pas la spécialité mathématiques, eh bien, ils n'ont pas de mathématiques du tout. Et donc, nous avons voulu corriger cette anomalie, une anomalie qui d'ailleurs est le reflet d'un niveau de mathématiques préoccupant en sortie de collège, et que cette heure et demie de mathématiques ne va d'ailleurs pas corriger, elle va simplement améliorer les choses.
Donc la première idée, c'est de proposer des mathématiques à ceux qui n'ont pas de vocation ou qui n'envisagent pas de faire des études scientifiques, en considérant que les mathématiques font partie de la culture générale, qu'on en a besoin dans sa vie de citoyen pour toutes sortes d'activités, pour faire un emprunt, pour calculer un taux de crédit, pour toutes sortes de choses. Il est important d'avoir un niveau minimal de mathématiques. Et donc, même si vous n'aimez pas trop les mathématiques, je ne sais pas si c'est le cas, on considère qu'il est important d'avoir un niveau de mathématiques satisfaisant. Vous savez, en France, du côté des mathématiques, il y a une élite mathématique extraordinaire avec des médailles Fields. L'école de mathématiques française fait partie des toutes meilleures mondiales. Et puis on a un niveau moyen, je dirais, de la population en mathématiques qui est insatisfaisant, y compris dans la jeunesse. Et donc, ce qu'il faut corriger, ce n'est pas l'élite mathématique qui demeure et qu'il faut conforter, bien sûr, mais c'est plutôt ce niveau moyen en mathématiques qui est préoccupant et qui se fait d'ailleurs au détriment des jeunes et puis plus tard de leur vie d'adulte. Donc c'est cela que l'on veut travailler avec 1h30 de mathématiques qui a été conçue pour que des élèves pas forcément spécialistes de la question, qui n'aiment pas forcément les mathématiques, puissent quand même y trouver leur compte. Je vous laisse passer à la question suivante. Bonjour, j'ai 19 ans et je connais personne autour de moi qui a eu les cours d'éducation sexuelle qu'on est censé avoir au collège et au lycée. D'où ma question, quand est-ce que vous allez faire quelque chose pour que ça change et surtout, quand est-ce que le consentement aura sa place ? C'est une question très importante qui est d'ailleurs présente dans la circulaire de rentrée que nous avons publiée avant les grandes vacances. C'est un document un peu technique, mais peu importe. En effet, nous devons réactiver très fortement l'éducation à la sexualité. Pour plein de raisons, des raisons d'épanouissement personnel, bien sûr, mais aussi des raisons liées à la prévention et à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, car nous savons qu'une bonne éducation à la sexualité est un bon moyen de prévenir ces formes de violence. Donc il faut absolument relancer fortement cette éducation. Un rapport a d'ailleurs été écrit à ce sujet que nous allons publier, que nous allons rendre public très bientôt, et nous allons annoncer et prendre des initiatives en ce domaine. Il est clair que, en dépit des textes officiels et puis de nos missions... Et ce serait quoi l'idée justement de ces initiatives? Est-ce que ça pourrait être 1 heure, 2 heures par semaine, ou justement, alors on parle d'éducation sexuelle, mais pas seulement, elle parle aussi du consentement, du vivre ensemble, justement. Voilà comment on apprend à un jeune garçon justement à se comporter bien à tout point de vue vis-à-vis des femmes en société. Tout à fait. L'éducation à la sexualité, c'est pas simplement ces vieux souvenirs de cours de biologie que l'on pouvait donner jadis. C'est tout un ensemble de choses très importantes qui sont prévues d'ailleurs dans les textes, qui sont prévues dans les programmes. Donc il ne s'agit pas forcément d'inventer des choses qui n'existent pas, mais plutôt... Et concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire de plus aujourd'hui? De faire que ce soit appliqué. Voilà, parce que ce qui est réel, c'est qu'il y a des programmes, c'est qu'il y a des instructions, mais que la réalité, c'est que souvent, cette éducation à la vie affective et sexuelle passe un peu à la trappe. Eh bien, il faut en faire quelque chose qui soit Comment ça se fait que c'est à pas nouveau appliqué, parce enseigné. Que, justement, vous portez des textes, mais l'application, c'est pas toujours évident. Là, vous dites c'est pas appliqué. Comment on fait pour que ce soit appliqué, et pourquoi ça l'est pas d'ailleurs? Parce que ce sont des questions sensibles, qui ne sont pas toujours faciles à enseigner, qui peuvent mettre mal à l'aise d'ailleurs, et donc elles peuvent être mises de côté, surtout quand le programme est par ailleurs important, peut paraître lourd, et donc c'est une variable d'ajustement. Mais ça veut dire que ça a été mis de côté, ça n'a pas été mis à sa juste valeur. Ça veut valeur. dire qu'il faut insister là-dessus. Il faut une volonté qui soit une volonté politique forte. Il faut des instructions. Il faut, bref, donner un élan en fait à cette éducation à la sexualité. C'est une faute des profs ou des élèves? Non, c'est en fait quelque chose. Alors il y a évidemment des enseignants qui se saisissent de ces questions. Il y a trop de variations selon les établissements. Bref, il faut réactiver cela. Et le rapport d'ailleurs qui a été écrit par l'inspection générale, qui travaille sur toutes sortes de questions dans le
ministère de l'Éducation nationale précise qu'il faut bien un élan et il faut bien en faire quelque chose qui soit prioritaire et mis en avant. Et c'est bien mon intention, parce que je pense qu'à travers cette question, des questions essentielles sont en jeu, des questions personnelles bien sûr, mais aussi des questions d'égalité entre hommes et femmes, et puis comme je le disais, des questions de lutte contre diverses formes de violence. Et donc, vous avez raison, mademoiselle, c'est une question tout à fait importante qu'il faut relancer fortement. Mais ça veut dire que, par exemple, les associations qui luttent contre les féminicides, contre les violences sexistes, les violences conjugales, disent concrètement, aujourd'hui, l'éducation nationale, elle n'est pas à la hauteur. L'éducation, c'est un point clé, justement, pour pouvoir lutter contre ça. Est-ce que vous partagez ce constat de dire l'éducation nationale, on n'est pas à la hauteur aujourd'hui? Est-ce que vous êtes lucide là-dessus? Oui, nous devons faire beaucoup mieux qu'actuellement. Alors je ne nie pas les efforts qui sont faits, bien entendu. Vous savez, l'éducation nationale, c'est 60 000 écoles et établissements scolaires, c'est 12 millions d'enfants. Et donc il peut exister des variations très importantes, et il y a certainement des choses très intéressantes qui sont faites dans beaucoup d'établissements. Mais la moyenne générale est trop faible. Et donc, pour reprendre l'expression, nous ne sommes pas à la hauteur là-dessus et nous devons faire beaucoup mieux. Ça, je m'y engage. À quel horizon? Je m'y engage. Nous allons, dans les semaines et les mois à venir, faire un certain nombre de propositions pour que cet élan-là ait une traduction aussi rapide que possible dans les différents niveaux, en particulier à partir du collège. Une question suivante. Je vais rentrer en première à la rentrée. Et comme tous les élèves, je vais retrouver mes amis, et en particulier mes amies filles qui l'année dernière étaient beaucoup stressées le matin parce que elles mettaient un short ou alors des crop tops, et parfois au lycée elles avaient peur d'être refusées parce que les vêtements étaient trop courts ou ça pouvait soi-disant déranger les garçons. Et du coup ma question est la suivante, est-ce que vous comptez moins restreindre les filles d'un point de vue vestimentaire ou pas? Alors la question vestimentaire à propos des filles, en fait, elle soulève une question plus générale. C'est que historiquement, les contraintes vestimentaires pèsent beaucoup plus sur les femmes que sur les hommes, sur les filles que sur les garçons. Donc il faut être très attentif aux effets de genre lorsque l'on réfléchit là-dessus. Je n'ai pas de philosophie arrêtée, mais je suis quand même très sensible à cette question d'égalité entre filles et garçons, et puis aussi, bien entendu, au fait que l'école est un lieu où des normes de comportement, des normes vestimentaires qui peuvent être extrêmement ouvertes d'ailleurs. Il ne s'agit pas de fixer précisément ce dont il est question pour s'habiller, mais l'école est aussi un lieu de normes. C'est un lieu où on ne fait pas exactement ce qu'on veut. On n'est pas à l'école comme on est à l'extérieur de l'école. Ça, il faut l'admettre. Mais il faut aussi admettre que ces normes peuvent avoir des... Et c'est quoi la limite pour vous alors ? Ce n'est pas à moi de définir quelle est la limite d'habillement et tout de même, en tant que ministre de l'Éducation nationale, je veux dire, dans les différentes écoles, ils peuvent aussi attendre de votre part un certain encadrement. Non, je ne vais pas me prononcer précisément pour les raisons que je viens de dire, à savoir que les normes vestimentaires pèsent plus sur les filles que sur les garçons, donc il faut être attentif aux biais de genre. Et donc comment on évite ça justement aussi ? Eh bien justement, faire de telle sorte que ces normes soient des normes équilibrées du point de vue de ce qui est demandé aux filles et aux garçons. Il faut être attentif à cette question et en même temps faire de telle sorte et admettre que l'école n'est pas comme n'importe quel lieu et qu'à l'école, il y a des normes à la fois de comportement, mais aussi des normes, on dirait en sociologie, d'exis corporel, des normes de comportement, des normes vestimentaires, ou en tout cas des grandes indications vestimentaires, mais ces indications ne doivent pas peser de manière comment dirais-je, presque unique sur les filles par rapport aux garçons. Donc, admettre les normes et en même temps être attentif aux effets de genre. Est-ce que ça pose la question de l'uniforme, justement ?
La question de l'uniforme, elle a été étudiée d'ailleurs à l'échelle internationale et le port de l'uniforme n'a réellement aucun effet sur les sociabilités et sur les réussites et sur la question de la réussite scolaire et encore moins sur la question de la mixité scolaire. Donc c'est quelque chose que j'écarte, mais je vous fais remarquer que les uniformes existent tout de même en France dans les départements d'outre-mer. Dans les départements d'outre-mer, les élèves portent un uniforme, enfin c'est un polo et un short, hein, c'est pas militaire, c'est une particularité locale, mais nous n'envisageons pas du tout d'étendre cela. Et d'y mettre fin là-bas non plus ? Non plus. Ce sont des particularités locales qui sont installées et qui bénéficient, semble-t-il, d'un consensus local. Je vous laisse passer à la question suivante. Ma question concerne l'apprentissage des langues étrangères à l'école, au collège et au lycée. Avez-vous prévu de réformer ou du moins d'améliorer cet apprentissage qui actuellement ne me paraît pas être un point fort de l'éducation nationale française ? Je vous remercie. C'est vrai que la question des langues étrangères est une question qui est posée depuis longtemps. On dit souvent que les Français parlent moins bien et s'expriment en moins de langues que d'autres Européens, par exemple, en particulier en Europe du Nord. Et c'est probablement un constat qui est exact. Du reste, on a des données récentes, les tests EVALangue pour la classe de 3e, qui ne sont pas du tout satisfaisants et qui indiquent un niveau moyen en langue anglaise qui ne correspond pas à ce qu'on peut attendre d'un élève de 3e qui a étudié l'anglais pendant 4 années. Et donc, il nous faut nous pencher là-dessus. Comment le faire ? Eh bien, on peut le faire d'abord en favorisant des séjours linguistiques, y compris des échanges avec des écoles dans des pays voisins, anglophones pour la Grande-Bretagne ou d'autres, l'Espagne, l'Italie, pour les différentes langues qui sont proposées à l'école, en proposant et en échangeant avec les collègues ministres de l'éducation européens. Mon idée serait de créer un système en fait d'échange beaucoup plus intense qui permettrait à beaucoup plus de jeunes Françaises et Français de passer du temps dans un pays européen et d'être plongé dans un bain linguistique. Une deuxième chose, c'est que l'apprentissage d'une langue, en particulier la langue anglaise, se fait et peut se faire en dehors du cours de langue, en dehors des 2 heures de langue d'anglais, par exemple, hebdomadaire, tant les jeunes sont friands de séries, par exemple, qui sont proposées par exemple en anglais, sans compter les cultures musicales, enfin tout ce qui fait que la langue anglaise en particulier est vraiment très présente. Et donc, c'est quelque chose sur lequel on peut travailler, une meilleure articulation entre l'apprentissage scolaire au sein du collège ou du lycée, voire de l'école primaire, et puis l'environnement général qui est beaucoup plus imbibé de langues étrangères, en particulier de l'anglais, que dans ma jeunesse où on n'entendait jamais parler anglais ou très peu en dehors de l'école. Voilà des pistes sur lesquelles on peut travailler, également sur les bacs internationaux. Il est certain que les performances scolaires d'un point de vue linguistique ne sont pas à la hauteur de ce qu'on peut attendre et on a de ce point de vue-là quelques propositions à faire. Je vous laisse regarder la question suivante. Est-ce un projet de nous apprendre, nous en tant qu'étudiants, des notions qui nous serviront au quotidien, comme gérer un budget, gérer son compte en banque ou faire ses impôts ? Oui, c'est quelque chose qui existe sous une forme expérimentale. On appelle ça
l'éducation financière. Et en effet, c'est important pour se débrouiller, y compris dans sa vie étudiante. Et donc, nous avons un module d'éducation financière qui est mis en place à partir de la classe de 3e afin d'apprendre à se débrouiller pour gérer un compte, savoir ce que c'est qu'un taux de crédit et d'autres choses utiles de ce genre. Nous faisons ce module en partenariat avec la Banque de France et j'espère que nous obtiendrons des résultats satisfaisants. Vous avez complètement raison. Dans le fond, il y a cette question, c'est quel est le rôle de l'école? À quoi sert vraiment l'école aujourd'hui? L'école, et c'est un débat qui existe depuis la Révolution française et qui s'est encore développé à l'époque de Jules Ferry, à la fin du 19e siècle, elle a plusieurs finalités. Sa finalité, c'est d'abord de faire des citoyens. C'est la manière dont Jules Ferry envisageait les choses et donc c'est une forme d'éducation à la République, aux valeurs de la République, aux valeurs démocratiques, au comportement en société, bref, à des questions qui sont des questions de citoyenneté. Et puis il y a une dimension qui est essentielle, c'est aussi la question de l'instruction, c'est aussi du savoir, bien sûr, qui est tout à fait essentiel pour ses voies professionnelles, pour s'insérer plus tard sur le marché du travail, pour faire des études supérieures. Donc l'école, elle répond à plusieurs choses, mais elle peut aussi répondre à des préoccupations qui peuvent être pratiques, parce que une vie de citoyen, c'est aussi une vie de personne qui peut se débrouiller lorsqu'il s'agit de négocier un prêt bancaire, par exemple. Voilà une question importante. On pourrait aussi parler, j'ai échangé à ce sujet avec le ministre de la Justice récemment, d'une éducation au droit et à la justice. Connaître ses droits, également connaître les grands principes du système judiciaire, voilà qui est important pour sa vie citoyenne plus tard et pour le bon exercice de ses droits. Donc l'école doit répondre à de multiples finalités qui ne sont pas d'ailleurs contradictoires les unes par rapport aux autres. Mais est-ce que l'école y répond toujours? Moi, je vais prendre un exemple personnel, mais dans lequel beaucoup de personnes peuvent s'y retrouver. Moi, j'étais en 6e, j'ai redoublé tout de suite. On m'a mis de côté avec des propos qui pouvaient être « Ah bah voilà, il redouble, il est en échec scolaire » et au lieu de chercher des solutions pour vous remonter, on va vouloir vous mettre voilà, en établissement, c'était technologique à l'époque et on m'avait pas vraiment demandé mon avis. On m'avait dit « Bah voilà, il va aller faire paysagiste, ensuite il va aller faire un BEP vente ». Et toutes ces choses-là, moi je les avais pas décidées. C'était en gros, bon voilà, il a 8-9 de moyenne, le constat il est là. À un moment où vous êtes adolescent, vous avez 12, 13 ans, où vous êtes en train de vous forger votre personnalité et vous pouvez parfois avoir un système scolaire qui va être très dur de vous dire, bah voilà, votre fils, et vous êtes là, vous l'entendez, il n'est pas bon pour l'école, il faut vite qu'il aille travailler. Et vous, on ne vous demande pas votre avis. Et moi, ça m'est arrivé, et je sais que tous mes camarades à l'époque aussi, pareil, et on n'a pas forcément eu le parcours qu'on voulait derrière, parce qu'on a été un peu broyé par l'école derrière. Comment on évite ça aujourd'hui, d'avoir voilà, des jeunes qui sont mis de côté quand ils sont adolescents à 12-13 ans avec des propos qui peuvent à la fois être blessants et des orientations qui ne sont pas du tout les leurs? Jadis, un des grands enjeux de l'école, c'était l'enjeu de la massification. Faire que les jeunes Français et les jeunes Françaises, que le peuple, pour le dire vite, puisse accéder au collège, puis au lycée, éventuellement à l'université, ce qui n'allait pas du tout de soi. Vous savez, ma mère, par exemple, qui était fille de paysan, lorsque, au début des années 50, elle a dû, ou son maître d'école voulait qu'elle entre en 6e, eh bien, ses parents, qui étaient des paysans, ne voyaient pas du tout l'intérêt de l'entrée en 6e pour une jeune fille. Et le maître a dû passer beaucoup de temps pour convaincre mes grands-parents que ma mère pouvait aller en 6e. Et puis elle est entrée donc au collège et puis ensuite
au lycée. Vous voyez, cette question, elle n'allait pas du tout de soi. Aujourd'hui, la massification, elle est acquise. L'entrée au collège, l'entrée au lycée, et puis un pourcentage important d'une génération, on est à presque 80% d'une génération, obtient le bac général, technologique ou professionnel. L'enjeu aujourd'hui, c'est plus l'enjeu de la massification, c'est plutôt l'enjeu de la démocratisation. Comment faire que l'école ne reproduise pas les inégalités sociales dont on parlait précédemment. Est-ce qu'elle n'y contribue pas sur ce type d'exemple? Oui, je prenais le mien, mais ça arrive encore beaucoup aujourd'hui. On voit des jeunes, on les croise sur le terrain, ils nous disent bah voilà, moi on m'a orienté vers quelque chose, c'était pas du tout ce que je voulais faire. Et comment on évite ça demain? Parce que c'est des destins qui peuvent parfois se retrouver brisés, bouleversés. Et c'est là aussi la confiance d'une personne. Voilà, vous êtes adolescent, vous voulez vous forger et vous entendez parfois la vie d'adultes qui vont être très dures. C'est vrai, et c'est donc cette question qui est que l'école tente à reproduire, parfois à accentuer les inégalités sociales, les inégalités de naissance. Il y a une différence importante, par exemple, d'un point de vue sociologique, entre les lycéens des lycées professionnels et puis les lycéens des lycées généraux et technologiques. Si on regarde le taux de boursiers, de même que les élèves qui sont en situation d'échec scolaire, qui ont des difficultés, voire les décrocheurs, sont sociologiquement issus de milieux défavorisés, de milieux modestes. Donc ça, c'est la principale ou le principal défi que nous avons, faire que l'école soit démocratique. On doit passer de la massification à la démocratisation de l'école. C'est un des enjeux prioritaires pour moi, et pour cela, eh bien, il y a plusieurs réponses. J'ai mentionné la question de la mixité sociale, faire de telle sorte, et scolaire, faire de telle sorte que les élèves se mélangent. Il y a aussi la question de l'orientation, la question de savoir comment on oriente et quels sont les biais d'orientation. Il y a un ensemble de choses qui se posent, mais je suis très sensible à ce que vous dites, c'est que l'école se débrouille. Je vais le dire d'une manière un peu brutale. Vous me pardonnerez, et je ne pense pas à vous spécifiquement en disant cela. Je ne sais pas de quel milieu vous venez. Mais on peut dire un peu brutalement que l'école se débrouille mal avec les pauvres. Et qu'elle est injuste avec les pauvres. Et comment on va remédier à ça? Eh bien, il faut travailler, par exemple, sur la mixité scolaire. Il faut travailler pour que l'éducation prioritaire, que les zones dites REP, REP+, et puis il y a d'autres dispositifs, soient bien calibrés. Il y a la question de la carte scolaire qui est posée, il y a la question de la valorisation des établissements qui sont situés dans les quartiers défavorisés. Il y a un ensemble de choses sur lesquelles on peut agir, mais c'est très clairement une des priorités de mon ministère. Il n'y a pas une certaine forme d'impuissance quelque part? Je dis ça parce que votre discours, il est fort, on l'entend, mais on l'a entendu depuis des décennies. Tous les ministres de l'Éducation nationale font quelque part le même constat que vous. Et au final, la situation, elle est la même aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on vient d'un quartier populaire, eh bien, on a beaucoup plus de difficultés à avancer dans la vie parce qu'on n'a pas les mêmes moyens financiers, parce que parfois on peut avoir un nom à consonance qui fait qu'on ne va pas être accepté pour aller dans telle ou telle ville, on va avoir des difficultés pour trouver un logement. Comment concrètement, ces situations d'injustice que vous décrivez là, eh bien, on les a plus parce que le constat, il existe depuis des décennies, mais ça ne bouge pas. Alors, selon les moments politiques, l'accent a été plus ou moins mis sur cette question, mais vous avez raison, ça n'est pas un constat nouveau. On pourrait ajouter qu'en comparaison internationale, l'école française se débrouille moins bien sur cette question que beaucoup d'écoles dans les pays européens qui arrivent mieux à corriger les inégalités de naissance que nous le faisons. Et donc, il faut agir. Il y a beaucoup de dispositifs qui existent. Il faut simplement regarder, étudier ce qui marche et ce qui ne marche pas. J'ai donné l'exemple précédemment de ce qui est fait à Paris, par exemple, ou de manière un peu différente à Toulouse, pour montrer qu'on peut obtenir des résultats. Par exemple, à Paris, le taux de boursiers dans des établissements favorisés a nettement progressé grâce à la réforme de ces dernières années. Il y a eu aussi des expériences de mixité dans quelques arrondissements
de Paris qui donnent des résultats tout à fait intéressants. Donc on peut s'appuyer sur des expériences locales et puis l'initiative qui a été lancée par le président de la République du CNR, du Conseil national de la refondation qui va être lancé officiellement à partir du 8 septembre, c'est aussi un bon moyen à l'échelle locale de discuter de ce qui peut être fait. En tout cas, de mon point de vue, c'est une priorité. Alors je conçois que ça ne va pas transformer magiquement les choses, cela va se faire dans le temps long, mais il faut de la volonté politique pour ça. Monsieur le ministre, j'aimerais vous poser la question qui est la suivante. Pourquoi ne pas rendre l'algorithme Parcoursup plus transparent ? Vous avez raison, on peut aller dans un sens d'une plus grande transparence de Parcoursup, parce que Parcoursup aujourd'hui, qui ne relève pas directement de mon ministère, mais du ministère de l'Enseignement supérieur, est souvent vu comme compliqué et puis surtout injuste, avec parfois des jeunes qui ont le sentiment de ne pas avoir les bonnes propositions et d'être traités injustement par rapport à d'autres. Pour vous aussi, donc il y a un effort. Pour vous aussi, c'est un sentiment d'injustice que vous pouvez ressentir de par ces parcours, de par ces témoignages. Je lis les témoignages et je prends en compte le réel. Il faut prendre en compte le réel, il faut prendre en compte ce que les uns et les autres disent quand il y a des jeunes qui témoignent des difficultés qu'ils ont pu éprouver à travers Parcoursup, et eux et leur famille, eh bien, il faut les écouter. Je ne suis pas de ceux qui disent que tout va toujours pour le mieux dans le meilleur des mondes. Donc il faut regarder, il faut réformer ce qui doit l'être, et Parcoursup est un système perfectible, c'est-à-dire un système qui peut être amélioré, qui peut être rendu plus transparent de par ses procédures, de par les algorithmes également. Il n'y a aucun doute là-dessus, nous devons progresser, même s'il faut aussi dire que ce qui existait avant Parcoursup, le système APB, était un système aussi particulièrement injuste. Il y avait même des tirages au sort dans certaines filières. Donc je ne regrette pas du tout la période d'avant Parcoursup, mais je reconnais que c'est un système qui est susceptible d'amélioration, et toutes celles et ceux qui disent qu'ils ont eu des difficultés, eh bien, ils doivent être entendus. Un sujet très important aussi, c'est la question du harcèlement scolaire. Alors on parlait précédemment des inégalités. Il y a une question aussi sur le harcèlement scolaire. Ça fait des décennies que justement les ministres de l'Éducation nationale, même les présidents de la République, se succèdent et disent il faut lutter contre ça, on met en place des dispositifs. Mais la réalité, c'est qu'il y a encore des centaines de milliers de jeunes qui chaque année vivent ce harcèlement, d'autant plus avec les réseaux sociaux. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait de plus aujourd'hui pour que ça n'arrive plus? C'est peut-être utopique, mais au moins qu'on arrive à lutter concrètement plus férocement contre ça. La question du harcèlement scolaire, c'est une réalité et elle doit être saisie à bras-le-corps. Elle n'est pas si ancienne que cela, mais elle est apparue avec une très grande force. Le phénomène, lui, est ancien, mais son traitement politique, lui, est plus récent, et il a fait l'objet d'un certain nombre de dispositions qui ont été prises d'ailleurs par Jean-Michel Blanquer, mon prédécesseur, et qui se mettent en place de manière très évidente à partir de la rentrée. C'est ce qu'on appelle le programme phare, qui inclut d'une part des numéros 30-20 et 30-18, l'un pour le cyberharcèlement, l'autre pour le harcèlement, qui inclut également le fait qu'il y ait une formation qui soit proposée. Il y a également des ambassadeurs dans les établissements qui sont en charge de sensibiliser et puis également d'alerter dans les cas de harcèlement. Il y a toute une mobilisation qui se fait avec la généralisation dans les écoles primaires et dans les collèges de ce programme qu'on appelle le programme phare, et qui va faire l'objet d'une communication très importante. Il va y avoir des affiches, il va y avoir tout un programme de sensibilisation. Il faut d'abord sensibiliser, communiquer, faire de telle sorte que les élèves qui sont victimes de harcèlement ou de cyberharcèlement soient accompagnés, qu'ils aient une écoute, et que ceux et celles qui harcèlent, bien entendu, en subissent les conséquences, qu'ils puissent être punis
le cas échéant, la caractéristique du cyberharcèlement, c'est qu'on peut être harcelé par des personnes qui habitent à 500 km de chez soi. Il y a la diffusion par les réseaux sociaux et autres de formes de harcèlement auxquelles, évidemment, nous sommes très attentifs. Donc, il y a quelque chose qui se passe à partir de cette rentrée, un changement de braquet, si je puis dire, sur lequel je compte beaucoup, parce que cette question est une plaie et il faut pouvoir y répondre très fortement. Très bien. Alors on va enchaîner. Alors peut-être une question qui est peut-être importante sur quand même par rapport aux réseaux sociaux, aux écrans. Je pense qu'elle est tout de même peut-être importante. On parle justement des réseaux sociaux où il n'y a pas forcément ce contrôle. Des fois les parents ils sont un peu dépassés. On se retrouve avec des enfants qui ont parfois un téléphone portable à 8, 9, 10 ans, qui sont exposés à plein de choses sur les réseaux sociaux, mais qui peuvent justement aussi amplifier ces notions de harcèlement. On sait qu'il y a beaucoup de situations de harcèlement qui ont parfois conduit jusqu'au suicide, qui sont passées par des messages qui ont été envoyés par Snap, par Instagram ou d'autres plateformes. Le ministre de l'Éducation, aujourd'hui, il a un message peut-être à faire passer aux jeunes. Ce serait lequel sur cette question ? C'est que le cyberharcèlement est une réalité qui peut avoir des conséquences dramatiques, y compris des conséquences de long terme sur l'estime de soi, des conséquences dépressives qui peuvent amener au décrochage scolaire et à de grandes difficultés dans sa vie personnelle. C'est incontestable et donc nous avons fait de la lutte contre le harcèlement et le cyberharcèlement une priorité. Ça passe par le programme phare dont j'ai parlé, ça passe aussi par des échanges avec les grandes plateformes, avec les grandes sociétés. Plus de modération. Plus de modération. Ils ne sont pas à la hauteur aujourd'hui, les réseaux ? Non, on n'est pas à la hauteur du point de vue de la modération. On est encore dans un système et dans un espace, le cyberespace, si je puis dire, où le droit, même si le droit existe, mais la morsure du droit, pourrait-on dire, ne se fait pas suffisamment sentir. Et donc, il faut pouvoir agir de manière beaucoup plus déterminée, en particulier par une modération qui soit effective. Et donc, nous avons à cet égard eu des échanges d'ailleurs tout à fait intéressants et productifs avec un certain nombre des grands acteurs d'Internet. On va passer à un sujet très important qui est revenu aussi dans les questions. Je vous laisse regarder la question suivante. Comment allez-vous faire en sorte que les professeurs sensibilisent leurs élèves aux enjeux écologiques ? Alors la question écologique, c'est en effet une question essentielle. Elle a plusieurs volets en ce qui concerne l'éducation nationale. D'abord, il y a un volet de bâti scolaire qui ne concerne pas directement le ministère puisque ce sont les collectivités qui sont en charge du bâti scolaire, mais qui nous importe parce que nous avons en souci la continuité pédagogique et la bonne organisation des concours et des examens. Et donc, on sait bien que les vagues de chaleur vont se succéder, en particulier au mois de juin, qui est un mois tout à fait crucial. Et on a vu il y a quelques mois que le mois de juin a été difficile, y compris pour l'organisation de certaines épreuves du baccalauréat professionnel. Et donc on peut travailler sur le bâti ancien qui résiste mal aux vagues de chaleur. Ça, c'est une des premières données. On va le faire en lien étroit avec les collectivités qui sont les actrices de ce champ-là. Et puis, il y a la question des programmes. J'ai demandé à l'inspection générale qui travaille chez nous de faire un grand bilan des questions écologiques, des questions de biodiversité, de transition climatique, de ce qui est enseigné à l'école primaire, au collège et au lycée, pour que dans beaucoup de disciplines, les SVT, la physique-chimie, mais aussi les lettres, l'histoire-géo et d'autres encore, ces questions soient bien prises en compte, d'autant plus qu'elles intéressent de manière évidente la jeunesse. Et donc, c'est important. Et puis enfin, il y a ce qu'on appelle les éco-délégués, à qui on peut donner plus d'importance. Il y a des labellisations des établissements, qu'on appelle les labellisations E3D. Tout cela doit être mis en œuvre. Donc, on va agir de multiples manières pour faire de telle sorte que l'école participe de la grande mobilisation qui se fait à l'échelle du gouvernement et des instructions de la Première ministre, mais que nous aussi, nous ayons notre part dans la formation, mais aussi dans le bâti scolaire. Votre part, justement, le président de la République, la semaine dernière, parle de la fin de l'abondance.
par exemple? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut expliquer aux élèves aujourd'hui? Oui, parce que lorsque le président de la République parlait de la fin de l'abondance, il ne parlait pas de l'abondance pour chacun. Évidemment qu'il y a des inégalités sociales dans ce pays qui sont anciennes. Mais la fin de l'abondance, ça signifie que, au fond, à partir des 30 Glorieuses, à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a pensé que le monde allait, et la France en particulier, que le développement de l'économie de la société passait par un recours sans limite aux énergies fossiles et d'une manière générale une expansion sans limite de la société de consommation. Ça a été le grand pari des 30 Glorieuses, avec des effets d'ailleurs positifs de réduction par exemple de la pauvreté. Mais on arrive en fin de paradigme et donc je pense que le président de la République a raison de parler de cette fin de société d'abondance, ce qui évidemment ne veut rien dire de la situation individuelle des personnes. On parle là à l'échelle de la société, à l'échelle d'un projet de société qui avait été élaboré il y a 80 ans. Il nous reste quelques questions à aborder, notamment la question des professeurs. Est-ce que vous pouvez nous assurer qu'il y aura un enseignant dans chaque classe, je dis bien chaque classe, jeudi matin pour la rentrée? Il y a en France 60 000 établissements, il y a 859 000 enseignants et nous scolarisons 12,2 millions d'élèves. Et donc, si l'on associe les élèves aux enseignants, on a quelque chose comme 20% de la population française. On a des difficultés de recrutement, j'ai eu l'occasion de le dire à de très nombreuses reprises, et nous avons engagé à la fois des enseignants contractuels, nous avons fait appel aussi à des listes complémentaires. Bref, on a mobilisé autant que possible pour assurer une rentrée dans les meilleures conditions possibles. Ensuite, sur les 859 000 enseignants, je ne peux pas garantir qu'il n'y aura pas des enseignants malades le jour de la rentrée. À chaque instant dans l'année, il y a des enseignants absents pour des raisons parfaitement compréhensibles. Ce que nous faisons, et je suis confiant de ce point de vue, c'est que et ce à quoi nous travaillons, c'est que la rentrée se déroule dans les meilleures conditions possibles, aussi bien que l'année dernière, tout en ne niant pas les difficultés importantes que nous avons, qui sont des difficultés structurelles liées à la perte d'attractivité du métier. Donc, nous assurons une rentrée qui sera une rentrée, je dirais, c'est un terme que j'ai utilisé, convenable, mais pas optimale. Et c'est-à-dire que pour le recrutement, on va baisser un peu les normes. On a vu certaines enquêtes ce matin envoyées sur BFM, une journaliste qui va passer des entretiens. Elle n'est pas vraiment dans le mood, et finalement, on va plutôt l'aider à y arriver alors qu'elle n'a jamais enseigné, ça n'a jamais été sa vocation. Est-ce qu'on risque pas de se retrouver demain avec des professeurs entre guillemets par défaut, ou en tout cas avec un niveau qui baisse? La grande majorité des enseignants contractuels ont une expérience d'enseignement. On estime que là, c'était pas le cas. Ouais, il y a des enseignants contractuels qui commencent, effectivement, mais ils sont minoritaires. La grande majorité a déjà enseigné l'année dernière. Il y a des enseignants contractuels qui ont une grande expérience d'enseignement. Donc je ne nie pas que, nous faisons appel à des personnes diplômées. Il faut être au moins Bac plus 3, Bac plus 4 ou Bac plus 5 pour être enseignant contractuel. Et puis nous proposons une formation qui ne suffit pas à être parfaitement prêt à enseigner. C'est un métier d'expérience qui a besoin aussi de l'aide des enseignants titulaires. Et je salue d'ailleurs les professeurs qui aident leurs collègues qui commencent dans le métier. Mais je souligne aussi le fait que l'immense majorité des enseignants sont des enseignants titulaires et la majorité des enseignants contractuels sont des enseignants avec expérience. On a des difficultés, je ne nie pas le fait. On a des difficultés, je ne vais pas peindre les murs en rose, bien entendu. On a des difficultés de recrutement auxquelles nous allons nous attaquer avec des solutions pérennes. Pour cette rentrée, nous faisons au mieux, nous formons, nous recrutons en effet de nouveaux enseignants contractuels que nous suivons d'ailleurs au long de l'année avec du tutorat, avec aussi de la formation supplémentaire pour assurer une rentrée dans les meilleures conditions possibles. Jeudi, pour la première fois depuis 3 ans, les élèves vont faire leur rentrée sans masque.
Le ministre de la Santé il l'a dit il y a quelques jours, il y aura une 8e vague dans les prochaines semaines. Ça veut dire que cet automne, on va remettre les masques à l'école ? Alors ça, on a pour les questions sanitaires, on a promulgué un protocole au mois de juillet en lien avec les autorités de santé qui définit avec niveau plusieurs 1, 2, niveaux. 3, mais permettez-moi, il n'est pas forcément extrêmement clair parce qu'on sait que parfois on parle de taux d'incidence. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un taux d'incidence national, je ne sais pas, je dirais 500, c'est le seuil qui permettrait de changer un protocole, de dire bah voilà, à ce moment-là on remet un masque d'un point de vue local sur ce département-là et pas dans un autre? Alors d'abord, ce protocole est très clair avec un niveau socle et puis ensuite du vert, de l'orange et du rouge. Et chaque changement de niveau éventuel sera annoncé au moins 10 jours à l'avance pour que les personnels et puis les élèves et leurs familles puissent se retourner, si je puis dire. Donc on donne du temps pour cela. Et puis d'autre part, on aligne l'école sur des dispositions sanitaires générales. Le port du masque, par exemple, et d'autres choses, ce sera aligné à l'école sur le reste du pays. Il n'y aura pas de dispositions spécifiques à l'école. C'est national. National ou des rien? Dispositions régionales, bien entendu. Mais l'école ne sera pas à part du reste de la société. Tout ce qui relève de changement de niveau, ça se fera évidemment sous l'autorité des autorités de santé. Ce n'est pas nous qui allons décider, mais nous préviendrons à l'avance et puis nous organisons les choses de manière à ce que ce soit lisible, en espérant bien entendu qu'il n'y ait pas de nouvelles vagues, mais ça je ne peux pas le certifier. Les purificateurs d'air que réclame de mon professeur, ils sont prêts, oui ou non? Ça, c'est une question importante. Je pense qu'il faut avoir beaucoup plus de purificateurs. Pour l'instant, non. Voilà. Donc c'est pas à la hauteur. On n'est pas prêt sur la question des purificateurs d'air. Vous le déplorez? Il faut avancer Parce que ça fait 2 ans et demi maintenant que le Covid est là. Et... Je ne suis pas là pour déplorer, je suis là pour changer les choses et pour avancer sur ces questions. Un horizon peut-être? Ça, c'est quelque chose sur lequel je ne peux pas m'engager, mais c'est une question qui a été traitée par les autorités de santé et les purificateurs d'air sont un élément intéressant et important. Je vous laisse regarder cette question. Bonjour Monsieur le Ministre, je voulais savoir de quelle manière est-ce que vous allez essayer de revaloriser le métier d'enseignant afin qu'il ne soit pas perçu par les Français comme un métier de fainéant. Bonjour, eh bien, en faisant de telle sorte que les enseignants, soient mieux payés et en effet qu'ils soient mieux considérés à l'échelle de la société, que les carrières soient plus attractives, y compris les entrées de carrière. Il y a toutes sortes de questions liées à un métier qui n'attire plus autant qu'avant et puis qui doit retrouver aussi, je suis d'accord avec vous, une forme de centralité dans la vie publique et dans la société française. C'est un métier qui souffre aussi de n'être plus considéré à hauteur de l'importance qu'il a. Bonjour. Prévoyez-vous d'améliorer le système d'affectation, notamment en prenant en compte le lieu de résidence et la distance, car lorsque l'on rejoint l'éducation nationale, il n'est pas rare d'avoir plus d'1 heure ou d'1 heure et demie de trajet pour se rendre en établissement. C'est une vraie question que le lieu d'affectation et les mutations, c'est très compliqué parce qu'il faut faire avec les choix et les vœux des enseignants et puis nos besoins nationaux qui ne correspondent pas toujours et même parfois pas du tout à ce que les enseignants souhaitent. Donc notre priorité, c'est qu'il y ait des enseignants devant les élèves. Et puis, il faut faire de telle sorte que cette priorité rejoigne les vœux des enseignants. On peut faire mieux, et d'ailleurs on y réfléchit, y compris pour les enseignants ultramarins qui ont des distances parfois considérables à couvrir entre leur lieu de résidence et puis leur lieu d'affectation. Mais c'est une question extrêmement complexe avec ce qu'on appelle des effets de bord, avec toutes sortes de questions secondaires qui sont liées à ça. Mais notre priorité, c'est quand même celle de mettre des enseignants devant les élèves. Pour conclure, peut-être 3 mots pour définir cette rentrée. Rentrée que je qualifie de difficile compte tenu des éléments que j'ai indiqués, mais nous sommes confiants pour qu'elle se déroule dans les meilleures conditions possibles et nous sommes au travail pour cela. Donc des difficultés que je ne méconnais pas, mais du travail, de la confiance et des solutions pérennes que nous allons discuter cet automne. Merci beaucoup. Merci.